Donc, tout le monde, bienvenue dans un autre épisode d'Un monde à part. Cette semaine, je reçois Marie-Christine Dubuc et Alexandre Corbeil de l'organisme Ma Chambre, qui en fait se spécialise dans les chambres en location à Montréal. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement pour une raison bien simple, c'est que j'ai commencé avec des chambres. Puis, je voulais qu'on amène une vision un peu décomplexée de la situation. Ils vont être avec nous autres pour nous parler pendant une bonne heure de qu'est-ce que c'est la réalité des chambres et peut-être même de voir comment que le privé peut s'investir à travers les organismes. Bienvenue dans mon appart. Merci d'être là. Ben merci, enchantée, vraiment. C'est hot que vous soyez venu de Montréal. Ça a été tough parce que souvent, à chaque fois que je pose la question, j'ai comme Chris, ils ont bravé les ponts. On a parcouru, traversé des ponts, mais on est arrivé sains et saufs. Puis c'est vraiment très beau à Saint-Jean. Puis c'est très beau ton espace. Merci de nous accueillir. Ben merci d'être là. Écoute, moi, j'ai eu des belles conversations avec toi. C'est notre amie commune qui nous a mis en contact, Émilie Thérien. On la salue. Salut. Donc, juste me faire un petit portrait de ton background. Oui, c'est ça, Parfait. exactement. Mais moi, j'avais envie de dire que j'ai des valeurs à bonne place, puis ça part de la base. Là, probablement mes grands-parents. Ce qu'il faut savoir, ma grand-mère, là, elle avait une maison de chambre, donc même la maison familiale. À l'époque où il y avait la construction du premier pont Champlain, là, elle recevait des chambreurs à la maison. Fait que je suis quelqu'un je me considère vraiment mécène là, dans la vie, là, donc je suis une petite révolutionnaire, puis les valeurs à bonne place. Moi, j'ai un bac, une maîtrise en urbanisme. Puis à l'époque, j'avais fait mon bac, il n'y avait pas du tout de job. Fait que je suis allée faire une technique en évaluation immobilière. Puis j'ai vraiment travaillé dans le milieu immobilier, fait de la conversion d'immeubles, travaillé pour une firme qui faisait de l'évaluation immobilière. On faisait des études de marché de haut niveau, transformer des parcs industriels, des parcs commerciaux. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre. En fait, juste avant, là, juste pour faire un petit retour, j'avais eu l'opportunité d'acheter des parts dans cette entreprise-là. Puis il y avait un super président que j'aimais d'amour, c'était mon mentor. Puis il m'avait dit: toi, tu es une bébête rare, puis tu fit, je sais pas à quel point tu fit, puis tu as envie d'être entouré avec des personnes couleur brune. Là. Salut à ces personnes-là qui vont écouter le podcast. Désolé pour vous autres, tout le monde, Marie-Christine a dit que vous êtes poche. Ça a fait « Hey, merci Pierre, merci Pierre, t'as bien raison. » Fait que finalement, j'ai quitté, puis pendant 2 ans, j'ai fait du bénévolat sur plein de projets funky, de musique, de projets collectifs, immobiliers aussi, mais comme je suis partie avec vraiment mes intérêts à moi. Puis après ça, ben là, aujourd'hui, je travaille en développement économique à la Ville de Montréal. Puis je travaille plus à un niveau stratégique pour créer du voir dans les quartiers. Est-ce que ton background académique, parce que j'entends parler qu'il y a une grosse base immobilière, là, urbaniste, tu as un bac et une maîtrise quand même, évaluation immobilière, donc il y a de la compétence ici. Est-ce que ça te sert dans ta vision et dans ton quotidien de développeuse économique pour la Ville de Montréal? Assurément, mais ce que j'ai envie de dire, ce qui a mis dans tous les jobs que j'ai faits, l'aspect technique pour moi, c'est la base, de savoir gérer un budget, savoir développer, avoir une vision, analyser des dossiers complexes. Pour moi, ça, c'est la base. Mais dans tous mes jobs, je me considère vraiment experte des relations humaines. J'ai tout le temps développé des partenariats, des nouveaux portefeuilles de clients, c'est ça ma force. Puis moi, j'ai baigné dans dans ma famille. Ma famille, c'est des entrepreneurs. Mon grand-père, il était entrepreneur. Il y avait plein d'entreprises. De l'autre côté, mon autre grand-père, il a travaillé pour le gouvernement. Fait que la partie stratégique, se présenter, aller faire des plaidoyers, c'est vraiment je pense que c'est dans mon sang. C'est dans ton ADN. Fait que là, présentement, tu es la présidente du CA de Ma Chambre. Et c'est pour ça ta relation avec Alexandre. Alexandre, toi, parle-nous un petit peu de toi, là, finalement. Moi, j'ai un peu un parcours de pirate. La musique a joué un très grand rôle dans ma vie. Très, très grand au point d'en faire une maîtrise, mais que j'ai commencé à 26 ans. J'ai fait 2 ans en sciences politiques. J'étais là pour changer le monde. J'ai rapidement compris que je n'étais pas à la bonne place pour changer le monde en sciences politiques à l'Université Laval. Aïe, 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 ça, c'est raide. Beaucoup de personnes brunes. Ensuite de ça, j'ai rapidement travaillé dans des restaurants à partir de 18-19 ans à temps plein. Puis rapidement, en fait, au début de ma vingtaine, je suis devenu gérant de restaurant
Puis c'est là que j'ai commencé à devenir patron, en fait, assez vite, là, à 24 ans. Dans un rôle de leadership, de direction. Exact. Puis c'est venu très naturellement, puis de fil en aiguille, je fais mon bac, ma maîtrise en musique. En même temps, je suis gérant d'un restaurant, un deuxième à un moment donné. Il y a comme deux parties d'Alexandre. Il y a la partie créative, il y a la partie qui s'implique beaucoup dans la musique. J'étais en composition instrumentale, donc faire une œuvre pour grand orchestre. Gagner un concours en Europe de composition. Puis en parallèlement à ça, je continue à être gérant d'un restaurant. Puis là, à un moment donné, gérant de restaurant, directeur de restaurant, parce que le propriétaire du restaurant, il me donne les clés. Puis il dit, moi, je m'en vais vivre au Maroc. Débrouille-toi avec le restaurant. Puis là, c'est beaucoup de responsabilités. Puis j'ai commencé à apprendre sur le tas comment on établit ça en labor cost, comment on fait ça, des horaires, puis on est capable de baisser le coût de la main-d'œuvre, comment on fait une structure d'inventaire, comment on fait une grille de prix avec une stratégie de menu. J'ai tout appris ça comme sur le tas. Puis ce qui a culminé, en fait, avec les 2 dernières années où le restaurant est devenu très profitable, avec vraiment une bonne augmentation du chiffre d'affaires. J'avais pas tous les chiffres, je sais pas jusqu'à quel point c'était du profit. Parce que... Mais dis-moi, le revenu avait augmenté. Exact. Le revenu avait augmenté, ce qui fait que j'avais fait une bonne job. Le restaurant a été vendu à un jeune investisseur qui a repris ma job. Puis après ça, a commencé une période un peu plus rock'n'roll dans ma vie professionnelle. Puis je suis passé d'un emploi à l'autre, d'un emploi à l'autre. Toujours en augmentant ma condition. Là, chaque emploi m'amenait à un autre niveau. C'est un peu comme ça que j'ai rencontré Marie-Christine là, alors que j'étais directeur général d'un OBNL. Puis là, à ce moment-là, la musique prenait beaucoup de place, mais a malheureusement pris de moins en moins de place parce que j'ai investi beaucoup de temps dans ma carrière. On passe tout par là à un moment donné. Là. Moi-même, mes musiciens, à un moment donné, tu fais Chris, la guitare, elle va prendre le bord. Là, comme tu dis, 2 enfants, puis là, ma blonde avait envie d'acheter un Plex. Fait que là, la guitare était vendue. Ça prenait une mise de fond aussi. Pas la guitare, mais disons qu'il y avait moins de temps de répète. L'ampli a rapetissé, là. Fait que de fil en aiguille, je suis devenu chargé de projet, je suis devenu consultant. Puis là, j'ai fait face à un choix à un moment donné où j'aurais pu choisir d'aller vers plus d'argent, une situation comme plus avantageuse dans le monde des affaires. Je vais le dire comme ça, de façon très, très sommaire. Puis l'opportunité d'aller sur le conseil d'administration de ma chambre s'est présentée. L'invitation de Marie-Christine. J'ai accepté. Je suis un peu tombé en amour avec tout le contexte là, rock'n'roll, il faut dire, rock'n'roll, mais en même temps... c'est un défi, là, finalement. Profond, mais moi, je le vis comme un défi de gestion. Tu sais, je le vis pas comme une vocation. Je le vis pas comme je donne quelque chose à la société de si précieux. Tu sais, je le vis vraiment comme un défi de gestion qui est très, très particulier. Tu es très cartésien dans ta façon d'aborder la situation. Oui, on me l'a déjà dit, ça. Ouais. Est-ce que ça fait un... Il faut ça quand on travaille à ma chambre aussi. Ben oui, parce que mais ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que tu sais, Alexandre, c'est quand même quelqu'un de très créatif. Il y a quand même une maîtrise en création musicale. Là. C'est quand même composition. Ouais. Pour grand je veux dire, il faut quand même, ça veut dire tu t'inscris puis tu commences. Bon, c'est quand même, tu as 2 langages, tu as 2 langues, tu as la langue française, c'est probablement d'autres langues, et la langue musicale. Ouais. C'est quand même impressionnant. Puis c'est pas juste. Donc, ton côté cartésien prend ça en amont. Moi, j'ai goût avant qu'on tombe plus deep là-dedans, de juste comme. J'aimerais savoir la présidente qui me parle un petit peu de qu'est-ce qui est l'organisme Ma Chambre. Parce que moi, j'étais un propriétaire de maison de chambre. Et je vise à créer plus de chambres. Puis là, j'entends par notre amie commune qu'il existe un organisme qui fait ça. Toi, tu es la présidente du CA. Quel est ton rôle? Puis après ça, on va pouvoir voir, lui, le directeur général, c'est quoi son rôle? Puis comment que ça gère? C'est quoi Ma Chambre? Vas-y. Parfait. Bien, pour raconter, en fait, qui est Ma Chambre, je vais te parler un peu de l'histoire des maisons de chambre. Puis nous, en fait, on a été un peu à la genèse de ça dans le portrait des maisons de chambre à Montréal. Fait que on recule là, vraiment fin des années 1800, là.
il y avait un gros parc immobilier de maisons de chambre à Montréal, puis ça servait à la période d'industrialisation. Donc, les gens quittaient la vie rurale, puis les gens, les hommes d'affaires venaient à Montréal, puis faisaient les affaires à Montréal, avaient besoin d'une chambre. Pour ça, il y a eu une crise économique dans les années 30. C'était beaucoup des personnes d'immigration qui arrivaient, puis ils voulaient travailler, ils avaient besoin d'une chambre. Puis après ça, il y a eu vraiment un déclin. Donc, il y a eu plein de maisons de chambre qui ont été transformées au profit des hôtels, au profit des premiers condos. Là, c'est fin des années 70, début des années 80. Puis là, il y a eu plein d'organismes, des acteurs, des intervenants communautaires qui se sont rassemblés, qui ont dit « Hey, là, ça marche pas. Là, il y a plein de monde qui se retrouve dans la rue. Il y a vraiment un besoin. » Puis ma chambre a été créée au début des années 80 en réponse à cette mobilisation de plusieurs partenaires pour dire, nous, on a envie de répondre à la crise. Puis de mémoire, c'est un intervenant communautaire qui est devenu directeur général puis qui a eu cette vision-là de répondre aux besoins. Mon rôle, comme présidente, c'est vraiment d'amener la vision, travailler les partenariats, travailler à des recrutements vraiment de haut niveau en allant chercher un Alexandre qui est à la fois, avec le côté créatif, là, il est autant des fois dans des grandes utopies. Je trouve ça génial. Donc, il en faut une vision quand tu travailles avec un CA. Là. Assurément, il faut quelqu'un qui est capable de vendre une vision débile, extraordinaire, puis un côté hyper rationnel pour dire « Hey, j'ai-tu la capacité à livrer? » Fait que mon travail, c'est à ce niveau-là, c'est de pouvoir attacher les bonnes personnes pour pouvoir livrer la marchandise. Puis ma chambre, je te laisse représenter un peu c'est quoi notre mission. Ouais. Alexandre, moi, je m'identifie là-dedans, et moi, tantôt, dans l'ascenseur, il m'a dit, moi, j'en fais de semaine, j'étais en Abitibi, j'étais dans le bois, puis là, je suis comme tabarnak, c'est un Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on fait? Mettons, je vais essayer de faire comme une sorte de lien avec... Avec qu'est-ce que ma chambre et qu'est-ce que moi je fais là. Non, mais c'est en tout amour, je te dis ça. Là, exact. Oui, tout à fait. Je sens ton amour. En fait, ma chambre, c'est à 40 ans. Première maison en 1983. On est rendu à 6 maisons dont on est propriétaire. 7, même, avec la 7e, mais on en gère 4 pour la SHDM. Donc, on accompagne 204 parcours de vie. Nous, on aime ça dire les parcours de vie parce que quand tu ouvres une porte, en fait, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui se passe. On aime beaucoup l'expression parcours de vie pour décrire ça. Quand j'étais sur le CA, on voyait que l'organisme était dans une phase un petit peu plus difficile. Il y avait des défis vraiment importants. Des défis importants au niveau des ressources humaines. Des défis si importants au niveau des ressources humaines que, à un moment donné... ça nuit à la capacité d'agir à court terme. Donc, on a tiré la sonnette d'alarme. Puis là, j'ai dit, moi, je vais y aller. J'ai envie de participer à tout ça. Donc, on est passé... J'ai décidé de passer de l'autre côté. J'ai soumis ma candidature sur un poste de direction. Puis... Parce que c'était dans le privé avant, là. Oui, exact. C'est quand même important de dire que tu avais un job pour un investisseur immobilier XYZ, tu étais dans le privé, ça roulait, ça y allait. Moi, j'aimais ça. Je trouvais ça très grisant, là, la rapidité, on disait quickness. Ouais. J'aimais vraiment ça. J'aimais ça que... Obligation de résultat, là. Puis résultat immédiat, tu sais, genre, OK, on c'est fait là, ça, là ça se passe maintenant. Puis j'ai fait de l'argent, bravo, on commence dans le projet, c'est ça. C'était très, très grisant. Mais quand j'ai fait le choix de devenir... employé, de devenir employé de ma chambre, c'était... Je parlais d'un défi de gestion, mais c'est toutes les problématiques qu'on rencontre dans un organisme qui a 40 ans, mais il y a eu plusieurs phases. Là, oui. Il y a eu plusieurs phases en 40 ans. Il y a eu des phases de développement, il y a eu des phases de consolidation, des phases de stabilisation. Puis après ça, il y a peut-être eu un déclin à un moment donné. Puis là, pouf, on arrive, nous, la nouvelle équipe, à partir de juin 2023. C'est quoi les défis? Fait que, défis de ressources humaines. Comment on établit, comment on change la culture organisationnelle. Moi, c'est un terme que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est ce qui se répercute à tous les échelons dans l'organigramme. C'est ce qui se répercute à chaque moment où, en fait, on a des interactions. Moi, ce que j'ai essayé de créer en arrivant, c'est de créer un contexte qui permet l'innovation. Comment on fait ça? Puis, tu sais, moi, j'étais consciente aussi... Moi, je voulais l'épargner parce que je savais que j'avais un directeur général en or, mais là, qui allait se ramasser, justement. Là, on est soft quand on dit parcours de vie, là.
mais il y a de la violence au quotidien quand on gère un parc immobilier de maisons de chambre aussi. Mais ça, on va en parler. Puis, je sens que. On met la table. On met la table parce que moi, j'ai des amis dans les maisons de chambre, j'en ai moi-même. Les gens ici vont découvrir ça. Mais avant qu'on rentre là-dedans, il y a un défi particulier parce que, évidemment, vous savez tous les deux que je suis nouveau un peu dans ce monde-là. Qui est les OSBL, les OBNL, je ne sais plus, je ne sais jamais quel terme moi, j'ai envie de dire entreprise d'économie sociale. On est structuré, on crée des revenus, puis la beauté, c'est que les surplus générés, on les redistribue à même l'organisation. Fait que, on n'est pas un enfant pauvre, là. On est vraiment une belle entreprise structurée. Mais on est constitué comme un OBNL. J'adore le terme entreprise d'économie sociale. On va utiliser ce terme-là. Donc, je suis nouveau dans les entreprises d'économie sociale. Il faut comprendre que des fois, j'entends Angelo Rubino qui fait partie des gens qui font que les Rubino Shoes. Là, il est dans un play où il est organisé dans un rassemblement de relève. Vous êtes un petit peu, tu sais, dans le concept des OSBL ou des OBNL ou des entreprises d'économie sociale, il y a une certaine forme de pérennité par rapport à la mission. J'ai envie de vous entendre sur visiblement, vous avez même pas l'âge de l'organisme, là, quasiment. Oui. Bon. Moi, je fête mes 40 ans cette année en même temps que ma chambre. Bon, félicitations. Moi, j'étais encore... En fait, j'étais un spermatozoïde quand ça a été créé. Mais ma question, c'est... Parce qu'il y a une question de relève, là, parce que il y a 40 ans, quand le premier intervenant a créé ça, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un maître en composition puis une urbaniste évaluatrice immobilière qui soit présidente et directrice générale de son organisme. Comment qu'on vit ça? Oui, je pense que l'évolution, c'est là, tu t'en parles, puis c'est comme si j'en prends acte, là. Je pense qu'on s'est professionnalisé avec le temps ou probablement dans le passé, puis j'ai pas vu tous les conseils d'administration avant, mais il y avait assurément beaucoup de gens du milieu de la santé, de l'intervention communautaire. Puis là, nous, on arrive avec un CA très stratégique, très connecté au niveau politique. On connaît les règlements, on connaît les lois, on peut travailler en coulisses aussi pour accélérer là, que l'argent puisse arriver dans les temps et tout ça, faire des calls et tout ça. Fait qu'assurément, on s'est professionnalisé et on était très stratégique. Je pense que c'est la belle évolution au cours des dernières années, du côté du CA. Mais je parlais de culture organisationnelle, ça part d'une vision du leadership. Vous savez, ça part d'une vision du leadership où, quand la situation... Obligation de résultat. Tu sais, obligation de résultat, tu te dis, OK, on veut aller là, comment on va y aller? Et les gens de talent vont avoir tendance à s'entourer de gens de talent, vont avoir envie de tu sais, tu parles vite, tu penses vite, tu as envie d'être avec du monde qui parle vite, qui pense vite. Je pense qu'il y a comme une sorte de température qui a commencé à changer au CA de ma chambre. Puis là, ça a accéléré les changements importants qui ont été faits. Donc, j'ai envie, mettons, juste pour illustrer, là, on a eu une opportunité d'acquérir un immeuble il y a pas si longtemps, puis on sortait de notre crise des ressources humaines. Là. Puis là, tu peux t'imaginer comme un war room. Là, là, on est en train de gérer une crise, puis là, on met là, les têtes autour d'une table, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'était d'abord présenté au CA, dire, hey, on a une opportunité, puis la discussion qu'on a eue, puis que tu as amené à ton équipe, c'est de dire, il faut le vendre à l'équipe d'intervenants communautaires, parce qu'au final, c'est eux qui vont accueillir les humains. C'est pas à nous, au CA, de prendre cette décision-là. Nous, ça nous tente de développer, on triple, là, on en mange du développement immobilier, là. Mais au final, c'est pas nous qui allons gérer au quotidien ces belles personnes-là. Ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai dit, je tire la plug si je sens pas que l'équipe adhère à 100%. Je tire la plug. Puis quand on parle d'équipe, est-ce qu'on parle du CA ou on parle des gens en place? Non, le personnel. Donc, vous êtes combien? 11. Juste pour 11 personnes. 11 personnes. Donc, on a 204 âmes qui génèrent on parlera tantôt d'où viennent les revenus. Et une masse salariale. Une masse salariale pour nourrir 11 Puis nos salaires sont compétitifs. 11 ménages au Québec. Ouais. Félicitations. Merci. Ouais. On est fiers. Oui. Puis quand on s'est assis tout autour de la table, moi, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, maintenant, là, vous savez, ça, c'est l'état de la situation avec le projet qu'on est en train de faire. Le conseil d'administration a envie d'aller de l'avant,
mais c'est nous, tout le monde ensemble, puis tout le monde a le même poids dans la décision, puis il faut que ce soit une unanimité. On le fait ou on le fait pas. Tout le monde s'est regardé, puis ça a été vraiment intense. Moi, j'ai vécu une grande émotion parce que tout le monde a embarqué, alors qu'on pensait qu'il y a des gens qui disaient « Ah, ben tu sais, le développement, ça va nous rajouter du travail. » Oui, parce que des fois, il y a des... Mais pour les gens qui écoutent avant, juste mentionner une chose. Dans l'équipe ressources humaines, parce que vous faites aussi de l'intervention. C'est pas 11 gestionnaires. On a un directeur général. Directeur général, directrice générale adjointe, ensuite agent de location, comptable, entretien des immeubles 1, 2, 3. C'est ça, exact. Soutien communautaire 1, 2, 3. Plus, maintenant, on a rajouté un volet extermination. Parce que oui. Évidemment, on est des maisons de chambre. On en parlera par la suite. On a une personne à temps plein qui fait l'extermination chez nous. OK. Et il y a le travail. Évidemment, pour les gens qui écoutent, l'extermination dans les maisons de chambre, c'est quelque chose de... En fait, je pense que ça met la table à quelle est la réalité des maisons de chambre. Donc, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, il y a certains... Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est un gros plongeon dans une réalité. Moi, j'ai des maisons de chambre. C'est une réalité à part. Dans l'immobilier, c'est un petit peu comme, même privé ou au SBL, je pense que c'est comme un peu l'itinérance. On a besoin, on en parle quand il faut en parler, mais on ne le dit pas. Là, si tu veux, je peux te présenter un petit peu là, un éventail. Réalité, parce qu'en fait, on a 6 maisons qui est à nous, 4 qu'on gère pour la SHDM, Société d'habitation de Montréal, plus une autre qui s'en vient. Mais là, c'est vide. C'est tout à fait. Donc, 204 parcours de vie, mais il y a des maisons que ça ressemble grosso modo à des résidences pour personnes âgées. Tu rentres, ça sent la résidence pour personnes âgées. Tu croises des personnes d'un certain âge. C'est très tranquille. Pas de conflit. On gère une fois de temps en temps quelqu'un qui peut-être va abuser de son pouvoir sur les autres locataires parce qu'elle se sent investie d'une mission, tout ça, mais c'est très, très soft, très, très soft. On a plusieurs maisons, tu sais, je te dirais 3 maisons. C'est quoi les profils des gens qui habitent là? Mais c'est là que je m'en viens. Fait que là, mettons, c'est des gens qui ont un certain âge, qui sont à ma chambre depuis peut-être 10, 15, 20, 30 ans. Donc, des personnes qui n'ont pas nécessairement de problèmes de santé mentaux, mais qui n'ont pas roulé sur l'or. Puis, tu sais, fait que là, ils sont avec nous. Puis, Petit Train va loin, ils sont avec nous depuis 20-25 ans. Là. On en a plusieurs des comme ça. Si tu me permets, avant de présenter peut-être l'autre volet. Côté. Mais tu sais, c'était à l'époque où quand on a commencé, on répondait beaucoup aux besoins du petit travailleur ou des fois des gens qui ont perdu un emploi puis ne devaient pas se retrouver là, mais qui étaient sur le point de tomber dans l'itinérance, donc ne sortaient pas de l'itinérance, mais étaient à risque parce qu'ils n'étaient plus en moyen de payer son loyer. Mais fait qu'on... Il y a beaucoup de ça à ma chambre à l'époque, puis ils sont là depuis 20, 30 ans. Mais il y a aussi d'autres types de locataires. Exact. Ben, on a une autre maison. Une autre maison qui était une ancienne maison de chambre, mais qui était vraiment une piquerie. Une piquerie, là. C'était des gens qui vivaient sur 2-3 boîtes de carton empilées, puis ils payaient un loyer. Avec moi que dans la tête des gens, une maison de chambre, c'est une piquerie. Ben, c'est souvent, malheureusement, c'est un préjugé. Là. Exact. Ben, peut-être. Puis peut-être que des fois, il est fondé. Mais chez nous, ça se passe pas comme ça. Parce que c'est une question de gestion. Ce qu'on a hérité de cette maison-là, qu'on a repris, donc ça a été rénové, on a été accompagné par un GRT, ça a été rénové à 100%. Puis on a repris une partie de la population qui était là. Mais c'est une maison où la clientèle est plus jeune. Donc là, on gère plus de problèmes de santé légers à lourds, consommation léger à lourd. Et cette maison-là, en particulier, nous occupe beaucoup plus que les autres. Donc là, ça veut dire plus d'intervention du soutien communautaire, plus de réparations à faire, plus de décès, puis ça veut dire aussi plus de roulement. Donc des gens qui se retrouvent en situation de non-paiement, qui s'en vont à la rue, qui retournent à la rue. C'est quoi les revenus? Je ne veux pas te couper, mais quels sont les revenus? D'où proviennent... Parce que je pense que c'est mystifiant. D'où viennent les revenus de ces gens-là? De ces gens-là?
vos locataires? Nos locataires, il y en a plusieurs qui sont sur l'aide sociale. Ils font combien par mois? L'aide sociale est à 700, je pense, par mois. Puis une chambre, ça coûte combien chez vous? Et il y a des maisons... les modèles d'affaires, en fait, sont différents pour chacune de nos maisons. Oui. On a plusieurs locataires qui sont avec un programme qui s'appelle le paiement supplément de loyer. Dans le fond, c'est qu'ils payent... Le PSL, on en parle souvent ici. Le PSL, 25 des revenus. Fait que peu importe le montant du loyer, tu vas toujours payer 25 de tes revenus. Tu gagnes 1000 le chèque, qui vient d'où, là? Est-ce que c'est la SHQ? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est SHQ. Qui... Fait que toi, tu reçois un chèque à chaque mois dans ton... Là, on va essayer de mettre ça très simple. Dans votre compte de banque, il y a un chèque, ça marque SHQ. Tu reçois, mettons, lui, il paye... ça doit être à peu près... C'est-tu 715? Parce que les PSL, c'est quelque chose qui est normé, là. Je veux dire... Le prix de nos loyers varie. Notre plus vieille maison... Mario Guérette, c'est aux alentours de 400, un petit peu moins de 400. Notre dernière maison, 650 en moyenne. Puis c'est quoi ça l'inclut? Ça l'inclut, on a des maisons de studio, on a des maisons de chambre, puis on a des maisons où on a les deux. Donc, il y a de chambres, ça veut dire que tu as une chambre. Ça peut être assez petit dans certains cas. Ça peut être un petit peu plus grand. Un lit, un bureau, une commode, un frigo. Puis il y a des douches deux ronds. OK. Un lavabo. Puis après ça, c'est des salles de bain communes sur les étages. Mais on a des maisons où on a des salles de bain dans les chambres, donc des studios. Fait que donc, la personne, juste pour clarifier, vous, puis c'est important parce que ça, c'est très mystifiant. Le paiement du PSL, parce que le PSL privé-public, c'est le même prix. Là. Oui. Le paiement, là, c'est pas l'usager qui te donne. L'usager est responsable de nous payer 25 %. Donc, il nous fait un chèque ou nous dépose de l'argent pour 25 % de ses revenus. Puis nous, on reçoit la balance, en fait, comme un paiement. Je ne pourrais te dire la fréquence de ces versements-là, mais je veux dire, on arrive financièrement très bien. Là, donc, il y a un paiement du gouvernement qui est... De la SHQ, exact. OK, parfait. Et puis, donc, ces gens-là habitent là et continuons qu'on était. Donc, on parle des PSL. On parlait des difficultés, en fait, de cette maison-là. Donc, c'est sûr que ce à quoi on est confronté, c'est au changement, en fait, du visage de la pauvreté et de l'itinérance. Quand Marie-Christine parlait un petit peu de l'histoire, que c'est commencé avec des petits travailleurs, nous, on fait de moins en moins d'entrées en logement de petits travailleurs, ou à peu près pas du tout, dans nos comités de sélection, parce qu'on choisit les gens qui viennent habiter chez nous. On a une longue liste d'attente. Donc, la liste d'attente est filtrée par les comités de sélection. Puis là, on choisit des gens qui correspondent à un certain profil. Les gens doivent être autonomes. Les gens doivent être en situation, effectivement, de vulnérabilité, où ils ont exploité toutes les autres ressources fait en sorte qu'ils n'ont plus d'autres options sauf de se retourner dans un lieu comme chez nous. Nous, on loue des baux légaux, ce qui veut dire que les locataires ont des droits. Les locataires ont des droits que l'on doit respecter. Le tribunal administratif. J'ai envie de dire, c'est crucial. C'est vraiment notre plus-value dans l'écosystème montréalais parce que il y a une certaine époque, là, puis à l'époque, j'étais en immobilier, j'accompagnais beaucoup des anciens policiers à la retraite qui avaient décidé de se lancer en immobilier puis gérer des maisons de chambre. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de cet ordre-là aussi. Là. Parce qu'il y a une question de profil quand même pour avoir une maison de chambre. Moi, j'avais une intervenante sociale puis une gardienne de prison qui avait ouvert une maison de chambre. Je t'en parlais l'autre jour. Donc là, tu me parles d'anciens policiers. Là, on voit Alexandre qui est en musique, mais il y a une certaine... Il y a quand même un profil, là. Assurément. Puis oui, je pense qu'il faut assurément des gens d'une extrême patience qui sont prêts à travailler dans l'adversité, dans de la violence, là, j'ai envie de dire. Il faut que tu sois streetwise, là. On va dire vraies affaires, là. T'as vu des affaires, là, toi, là. Moi, je veux dire, c'est sûr que comme directeur général, je suis pas toujours au front. Non, mais mes histoires, t'en as ici, là. Mais parle de notre personne à l'entretien. Je veux dire, c'est un ancien gars de l'armée. Oui, ça prend ça. Ça prend ça. Mais, on le salue d'ailleurs. Notre collègue, on salue Stéphane. On salue toute l'équipe, Mélissa,
Sylvie, Véronique, pour moi, l'équipe, c'est plus important que moi. Tu sais, je suis ici avec Marie-Christine, mais pour moi, en fait, on devrait être un panel de tous ces gens-là. Tu sais, je porte une partie du leadership, c'est vrai, mais je veux dire, pour moi, c'est mes héros, là, c'est mes collègues, là, Laurence, Yannick, Douglas, Jean-Marie. On les salue. Stéphane, respect. Ouais, ils sont là, man. Stéphane, mais on en parlait tantôt, Stéphane. Stéphane, en fait les réparations dans les logements. Lui, c'est comme le concierge d'une école. Parce que, tu sais, à l'école, le concierge, c'est lui un peu qui fait, tu sais, moi, je me souviens que... C'est un lien social aussi. Oui, lui, le concierge d'une école, c'est lui qui dit à un petit gars, des fois, qui était au talent, il dit, là, ça finit, là. Mais en fait, c'est qu'il peut pas faire ça. Parce il peut pas le faire. La raison pourquoi il peut pas le faire, parce qu'il a vraiment envie de le faire, notre ami Stéphane, c'est que des fois, ça dépasse son expertise. Parce que si tu veux qu'il change ton lavabo ou qu'il refasse l'isolation ou qu'il change la fenêtre, Stéphane, c'est parfait. Mais à un moment donné, on atteint un point avec nos locataires où c'est plus la raison qui agit. À ce moment-là, ça prend un intervenant au soutien communautaire. J'ai une question à te poser. Vas-y. T'es pas obligé d'y répondre. Est-ce que tu penses que... Parce que, tu sais, je vais même déposer mon boc. Il y a le privé, il y a le social, puis en dessous, il y a le public. Donc, le public, pour moi, c'est l'institutionnalisation. Est-ce que tu penses que des fois... Puis la question est vraiment dirigée vers toi. Que tu sers de filet social. Ben oui. Alors que il y a certains individus qui devraient être pris en charge par le système. Mon cher ami, c'est notre quotidien parce que, étant donné que les gens qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui se retrouvent dans la rue dans des situations qui sont autrement plus dommageables ou dans des états qui sont beaucoup plus vulnérables, fragiles, intoxiqués, poqués, disons-le, poqués, que peut-être qu'il y a 30, 40 ans, les drogues sont plus dures. La santé mentale est pas prise en charge par notre société, ce qui fait que nous, on aime beaucoup parler dans le milieu du continuum de service. Quelqu'un qui vit une situation, il faut qu'il y ait de l'accompagnement d'un point A à un point B, puis entre les deux, il y a beaucoup de trous dans ce continuum de services-là. Ce qui fait que nous, un des mandats qu'on s'est donné à l'interne, c'est de développer, oui, mais aussi de commencer à reparler avec les autres organismes, avec les autres organisations, les tables de concertation, où il y a des services qui sont complémentaires aux nôtres. Fait qu'on essaie de beaucoup travailler ça. Par exemple, si on prend le parcours de vie de M. D, M. D, ça se peut qu'à un moment donné, il est en arrêt de paiement avec nous, fait qu'on est obligé de l'expulser de son logement. C'est quelque chose qui nous attriste beaucoup, mais à un moment donné, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais là, notre soutien communautaire va être capable d'essayer d'au moins de faire atterrir sa chute avec des partenaires, parce que nos gens sont très impliqués dans le milieu. Parce que, juste mentionner, puis que ça soit vraiment compris, tantôt tu disais, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui. Mais la chambre, c'est un peu un dernier recours. Tu sais, après la chambre, c'est un petit peu... J'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que... on comprend qu'il y a la mission brewery, il y a la maison du père, il y a tu sais, mais je veux dire, moi, nécessairement, je suis à Saint-Jean, je possède une bâtisse où il y a un organisme qui a des itinérants, ils se sont fait évincer d'une maison de chambre. Je dis pas que vous procédez à des évictions, mais la personne est en position de non-paiement, elle s'en ira pas d'un 4,5 calice, là. Elle va s'en aller. En effet. Là, on comprend que là, il y a un autre parachute qu'on y attache, qu'on dit, bon, écoute, on espère que... Avec des intervenants et avec le système Ça arrive pas à tous les jours, ça arrive pas à toutes les semaines, mais je te dirais que ça arrive, en tout cas, nous, là, ça nous arrive à peu près une fois par 2 mois. Pas par 3 mois. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? On est triste, là. C'est sûr que nous, on est triste, mais on a tout essayé souvent. Cette personne-là, en fait, ne fait plus partie... comment je te dirais ça? D'un point de vue de mon empathie et de ma bienveillance, j'aimerais ça pouvoir continuer à aider Monsieur L, mais
Mais tu sais, à un moment donné, c'est pas ma job. Tu sais, moi, ma job, elle commence à quelque part, puis elle finit à quelque part. Exact. Pour que je sois capable de bien m'occuper des 203 autres parcours de vie, faut que mon action, puis l'action de notre équipe, en fait, soit centrée. Évidemment qu'on va essayer de le référer. Évidemment qu'on va parler à nos partenaires. Laurence, Yannick sont des intervenants extraordinaires. Ben, ils vont jouer de leur contact, ils vont faire des appels, ils vont essayer de créer un parachute, peut-être un coussin pour que l'atterrissage soit pas trop rough. Mais pour moi, c'est très, très clair. Je travaille à ma chambre, je peux pas sauver le monde. Ma responsabilité... Tu vas sauver une coupe. En fait, ma responsabilité, beaucoup, ma responsabilité, c'est les 204 parcours de vie avec lesquels on a une relation juridico-administrative. Là, ils ont des beaux légaux, ces gens-là. Puis en même temps, ben, on est attaché. En même temps, ben, on a le... On veut leur offrir de la dignité, on veut leur offrir du respect, on veut leur offrir ce qu'on peut faire de mieux avec les ressources limitées en temps et en argent qu'on a. Mais on en pour moi... On en parlera après de les responsabilités économiques et du développement, mais... Mais pour moi, tu sais, quand ça survient, je suis très triste, mais à un moment donné, ben, en tant que gestionnaire, les responsabilités que j'ai s'arrêtent avec la fin du bail, tu sais. C'est plate, mais c'est ça. J'ai envie d'aller sur responsabilité économique pendant que tu vas monter ton micro. Dans le milieu des chambres, nécessairement, tantôt en pré-entrevue, tu me disais, écoute, nous autres, on est confrontés en tant que développeurs privés, puis même, peut-être même à titre d'OSBL, je vais prendre ce statut-là, que la CHL n'est pas un compagnon très bavard dans les chambres. Alors que Valérie Plante, elle, a dit, ben, je vais décomplexer la maison de chambre, je suis prête à en avoir sur mon territoire. Desjardins est là certaines fois. On finance ça comment, présidente? Bien, je veux dire, il y a plein de fonds qui ont été mis en place. Je pense au Fonds de solidarité FTQ qui, nous, on a roulé, là, puis on a pu démontrer dans les 40 dernières années que on a un leadership, on est capable de développer. Fait qu'on est arrivé devant ce fonds-là, puis on fait OK, bien nous, on est prêts à investir, puis nous, on développe des petits milieux. Là, fait qu'en termes de gestion de risque, ça va. Souvent, là notre prochain projet, c'est 32 unités. Ouais. C'est quand même gros pour nous. Souvent, on tient à 20 chambres là, dans un immeuble, c'est pas beaucoup de risques. Fait à ce niveau-là, là, au niveau de la gestion du risque, puis au niveau du leadership en place, là, il y en a des joueurs qui ont décidé de dire « Hey, nous, on va mettre de l'argent. » Puis moi, je salue la Ville de Montréal parce que, ils ont passé un règlement pour dire on préserve là, le statut. Il n'y aura pas de changement d'usage pour les maisons de chambre en place. C'est un super leadership, puis ils utilisent leur droit de préemption. C'est comme ça qu'on a eu notre terrain puis notre immeuble, en fait. Puis ça va être... Puis là, dans les prochaines étapes, c'est la Ville de Montréal ont identifié des terrains qui vont être rendus disponibles pour des OBNL comme nous pour dire avez-vous envie de biter sur le projet puis d'investir. Puis ça va être pour des projets de maison de chambre. Vous allez pouvoir choisir vos partenaires. Fait que, il y a un leadership en place. Après ça, c'est à nous de jouer notre rôle d'aller attacher puis d'être très rayonnant parce qu'il va en avoir plusieurs joueurs qui vont vouloir investir. Mais nous, notre projet, ça va être le meilleur. Mais c'est comme ça. Après, c'est dans la manière de se démarquer puis on va la faire atterrir l'argent. Puis c'est un peu ça notre travail aussi à plus haut niveau sur le CA, c'est de tricoter là, pour aller chercher tous les fonds possibles. Parlant de tricotage, ici, on veut faire un peu de maillage. Alors, Marie-Christine, j'ai le goût de t'inviter à nous faire une invitation à l'investissement. Clairement. Effectivement, Marie-Christine, elle ne fait pas partie des dispensaires de l'AMF, mais j'ai le goût de passer par-dessus une autorité, des fois compétente ou peut-être pas compétente, de dire aujourd'hui, on a besoin de fonds, on a besoin de gens qui sont willing de dire hey, tout le monde, moi je pense que la mission me tient à cœur. Et soit des fonds philanthropiques, soit des fonds privés, dire qu'est-ce que tu as besoin, Marie-Christine? Oui, bien souvent, là,
là où le bas blesse, c'est vraiment dans notre fonds de démarrage. Parce que là, il y a plein de beaux programmes. Qu'est-ce qu'un fonds de démarrage? Ouais. Ben, là, on est au c'est les soft costs? Oui, on veut payer l'architecte et tout ça, l'étude de faisabilité, il y a des contaminations de sol et tout ça. Fait que tout ça, là, on a besoin d'argent au tout début du projet. Oui. Avant de... des fois, c'est des petits montants. Ouais, ça peut être 300, 400 000, 700 000, mais c'est des petits montants. Fait que pour un investisseur privé, il peut se faire de l'argent. Il va avancer. C'est quoi le rendement proposé dans ces... Puis ça n'a pas besoin d'être précis, mais pour donner une idée des grandeurs. On les connaît, là, les pourcentages, quand on avance des sous privés. Puis là, après ça, j'ai envie de dire, admettons, on est autour de 7 %. Si on avance sur du très court terme, pour nous, on est capable d'absorber cet intérêt-là à payer. Puis, ce que j'ai envie de dire, surtout pour les grands joueurs investisseurs, on est dans un ère là, de responsabilité sociale des grandes entreprises. Si vous voulez attirer votre monde à venir travailler pour vous, il faut que vous en fassiez des beaux projets. Pas juste du projet lucratif là, qui vous permet d'acheter des gros chars, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que vos employés vont rester à long terme, là, c'est de faire des projets d'impact. Fait en prêtant de l'argent comme ça, là, mettez là, rassemblez-vous entre investisseurs puis créez un nouveau fonds pour aider des OBNL là, dans leur projet de démarrage. Là. Vous allez vraiment révolutionner le parc immobilier. Souvent, pour moi, c'est quelque chose de super concret. Si on marche, mettons, on part de Berry-UQAM, puis on dit on s'en va vers l'est, puis on marche pendant 20 minutes. On part de Berry-UQAM, on s'en va vers l'ouest, on marche 20 minutes. On en voit des choses. On voit du monde dans la rue. On voit du monde qui ont besoin d'aide. On voit des gens qui ont besoin d'un toit. Puis qui ont besoin de pas mal plus que ça. Mais un toit, déjà, c'est pas pire. Nous autres, on le fait. Nous autres, on a fait ce choix-là de le faire. C'est un choix que je fais à tous les jours, puis que je renouvelle à tous les jours quand je prends mon bicycle à 6 h du matin, puis j'arrive en pédalant à toute vitesse, puis que on affronte la journée avec tout ce qu'elle va nous envoyer d'en face. Ben on le fait. Moi, je me dis, à quelque part, quand on est quelqu'un qui n'a pas fait ce choix-là, mais qu'on est quand même sensible à ça, puis qu'on a les moyens, en fait, de donner un coup de main à ça. Moi, il n'y a personne qui demande à ces gens-là d'aller faire ce que Jean-Marie fait en nettoyant des toilettes épouvantables ou en demandant ce que Stéphanie fait à réparer 8 fois de suite le même lavabo parce que le monsieur il s'est pris pour un plombier amateur 8 fois de suite puis il a scrappé son lavabo. Ça, c'est Stéphane, c'est Jean-Marie puis c'est Alexandre qui faisons ça. T'sais. Fait que ces gens-là, ils peuvent donner un coup de main. Ça donne du sens. Si ces fonds-là sont disponibles sur une courte période de temps, ça, c'est très concret parce que c'est ce qu'on vient de vivre. Je pense à M. A. M. A, en fait, qui a passé 10 ans dans la rue. Puis je parle avec M. A il y a quelques semaines, puis M. A... M. A, il me dit, moi, je suis arrivé, je me suis assis, j'ai vu la fenêtre, j'ai pleuré. C'est la première fois qu'il y a un chez lui depuis 10 ans. Tu sais, ça donne comme à ta journée là, une sorte... Il était où ce gars-là avant? Dans la rue. Vraiment, là, littéralement dans la rue. Puis ça fait quoi quand quelqu'un dit ça? Ben, moi, j'ai envie de brailler. Sérieux, là, ça me touche profondément parce que Monsieur A, il n'y a rien que la société peut faire pour qu'il devienne un acteur productif. Tu sais, quelqu'un qui va retourner à l'école. Il n'y a rien qu'on peut faire. Là. Monsieur A, sa vie est pas mal jouée. Là, tu sais. Mais si il a sa chambre chez nous, puis qu'on est capable de se donner une dignité pour un bon bout de temps, là, pour la majeure partie de sa vie, là, ben, il n'est plus un problème pour personne. Puis lui, il a atteint comme une sorte de... Il est à sa place. Il est sur son X à lui. T'sais. C'est pas le mien, c'est sûrement pas le tien. Mais pour M. A, ce X-là, il est important. Puis on va jamais enrayer les problèmes de santé mentaux, on va jamais enrayer les problèmes de consommation. Fait que la société doit prendre en charge ces gens-là, c'est nécessaire. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Moi, là où j'ai envie d'aller, parce que souvent, quand on parle de gens qui quittent la rue là, pour venir à ma chambre, c'est comme loin de nous. Quand on parle à un investisseur, là, il y a l'impression d'entendre quelqu'un qui n'est pas du tout dans son univers. Toi, tu es en train de faire ce changement-là, où tu dis, j'ai envie de léguer quelque chose à mes enfants. Et moi, quand je rencontre souvent de la philanthropie, là,
je me dis, hey, ça peut être ta mère qui un jour, là, elle a un problème de santé, puis elle n'est plus en capacité d'aller travailler. Elle peut passer par ma chambre un jour. Puis nos enfants, là, ils seront plus capables, à moins que, qu'on ait une capacité là, hors norme là, à continuer d'acquérir, puis on va léguer un immeuble à notre enfant, mais la réalité, c'est pas ça. Là. Fait que notre enfant là, qui va aller à l'école se retrouvera pas il n'aura pas accès à un loyer, puis encore moins à acquérir des immeubles. Fait que, à un moment donné, il faut que tout le monde fasse son bout de chemin, puis c'est plus près qu'on pense cette réalité-là. Tu peux te séparer. Moi, ça a été ça, ma réalité à un moment donné, puis c'est pour ça que je me suis impliquée à ma chambre. J'étais aux études à temps plein avec un petit bébé à la maison, puis je me suis séparée. Je me dis, ça me coûte, je serais même pas capable de payer un loyer à 900$, ça n'a pas de maudit bon sens, mais hey, mon Dieu, j'ai quand même un diplôme, une maîtrise. Je vais aller m'impliquer, puis je vais répondre à cette crise-là. Je pense qu'il y a bien du monde. Moi, sur ma cuisse, c'est écrit les révolutions par le cœur, mais moi, let's go, là, soyons plus mécènes, puis il faut léguer quelque chose de beau. Là. C'est intéressant ce que tu parles, parce que ça rejoint certaines réflexions que j'avais, puis je vais te préparer à ma prochaine question. Qui est les histoires de succès, parce qu'évidemment, tantôt on a parlé des côtés un petit peu plus dark, des fois qu'on prend des décisions, mais moi j'ai envie de parler de prostitution économique. Le contexte de la femme, souvent, et malheureusement, dans plusieurs cas, puis je ne veux pas t'attacher à ça, mais plutôt tes propos par rapport à un contexte, de dire que j'avais un petit bébé à la maison, j'avais une maîtrise, loyer à 900$, c'est complexe pour moi. Je pense que tu parles à beaucoup de monde actuellement. Tu sais, je veux dire, beaucoup de mères, beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui ont donné leur corps, leur vie à se faire confiance. Bon, peu importe le contexte. Puis, c'est une des raisons pourquoi je suis là-dedans à réfléchir sur... Tu sais, à un moment donné, on fait des choix dans la vie, à dire, tu sais, probablement qu'une chambre, ça évite des fois d'avoir un contexte où, tu sais, on est tous des humains, puis des fois, on tolère des situations, puis la femme est plus... pas portée, mais la société l'amène à être obligée, des fois, dans un certain contexte, d'accepter une somme de réalité qu'elle n'a pas choisie. Les maisons de chambre ont mauvaise presse par rapport au... Ça, c'est une autre question, fait que prépare-toi à la deuxième question. C'est les maisons de chambre ont une mauvaise presse par rapport à l'État. Puis moi, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à que devrait être la chambre du futur, le petit appartement du futur. Tu sais, il y a un livre que j'aime bien qui m'a été référé par mon ami Kim Parizeau, qu'on salue de chez Appareil, qui est Never Too Small. Puis bon, on réfléchit à qu'est-ce que devrait être l'environnement plus petit, parce qu'un moment donné, c'est une question de dimension pour l'argent. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Oui, bien là, on a fait ce processus-là récemment parce que là, il y a une maison qui prend vie, là, qui est en construction. Puis, oui, bien, tu sais, puis ayant passé par en urbanisme, j'ai accompagné aussi, avant d'être sur le CA, beaucoup de construction de maisons communautaires, tout ça, de projets beaux, wow, en développement durable et tout ça. Fait que l'importance du beau. Quand tu vis dans une situation de vulnérabilité, là, ton ancrage, là, c'est ta chambre, c'est ta maison. Fait que on est arrivé, puis il y avait des plans, puis on s'est assis. Puis pour moi, là, c'était des choses banales, mais tu sais, souvent en ville, là, on part d'une coquille, mais des fois, il y a des contraintes, puis on doit travailler avec ces contraintes-là. Mais hey, juste avoir un bel accueil, là, un hall d'entrée là, qui fait comme « Hey, vous êtes les bienvenus. Fait que, on est allé dans ce détail-là. On a assis des locataires qui s'ajoutent sur notre conseil d'administration puis dit « Hey, vous, là, votre chambre de rêve, c'est quoi? Puis ça a-tu du bon sens? On installe autant d'unités sur tel étage et tout ça. » Fait qu'on a décortiqué les plans ensemble. Ça nous a permis aussi de comprendre c'était quoi les besoins au quotidien. Puis, ouais, ils ont comme rêvé avec nous. Puis là, j'espère, là, puis c'est une invitation,
impliquez-les dans le choix de couleurs, dans le choix des matériaux, puis ça va faire en sorte que quand on va les intégrer, ils vont prendre soin aussi de leur mobilier. Ça, c'est important de les impliquer dès maintenant, mais ouais, l'importance du beau, puis après, bien évidemment, là, maintenant, on ne fait plus des chambres sans salle de bain. Là, fait que, mais il y a toute une réglementation aussi là, sur un minimum de pieds carrés qu'il faut qu'on fasse. Oui, parce que c'est un enjeu. Ouais. Je veux dire, c'est un peu un discours non dit. Là, en ce moment, puis grand bien vous fasse que la FTQ vous a supporté, mais pour le domaine privé, bien que c'est très payant les chambres, parce que nous, dans le domaine privé, puis là, je suis un peu intermédiaire d'un monde, mais la seule affaire que le privé peut voir intéressant dans la maison de chambre, s'ils ont des aptitudes pour la faire, c'est sa rentabilité. Évidemment, c'est très, moi je dis souvent, c'est très sportif. C'est pas actif, c'est sportif, les chambres. Mais c'est rentable. Alors, maintenant, un coup que tu es dedans, par contre, le problème, c'est le financement. Fait que le pied carré, la SHL ne reconnaît pas, la banque, elle se valait que la cour étonnamment, notre dernier projet, là, on a vu les chiffres là, qui sont projetés, qui ont été travaillés par le GRT qui nous accompagne. Ça va être une maison qui va être, grosso modo, assez rentable. Hein. Tout le monde va être en PSL. La grosse problématique qu'on a, nous, c'est qu'on a des loyers qui sont très, très bas, qui n'ont pas été augmentés beaucoup. Ce qui fait que la maison génère peu de revenus. Mais là, cette maison-là, nouvelle, là, on part avec une feuille blanche, fait que tous les loyers vont être au prix du marché, mais tout le monde va être en PSL, ce qui fait que... À titre d'exemple, pour les gens qui nous écoutent, parce que je suis un grand défendeur du PSL, privé ou social, j'aimerais que ça vienne de toi. Oui. Qu'est-ce que... À quoi qu'un promoteur privé ou social pourrait s'attendre du marché du PSL pour une chambre? C'est vraiment une bonne question parce qu'on est en train de faire la démarche. Fait que comme je ne l'ai pas complété, tu m'inviteras, je t'en reparlerai. On veut en fait faire passer plus de logements en PSL pour être capable de justement changer notre modèle d'affaires. Donc là, il faut que je parle avec des conseillers SHQ qui vont être capables de me faire sonner aux bonnes portes. Mais c'est une démarche qu'on est en train de faire. Donc, mais actuellement, comme je ne l'ai jamais faite, je ne peux pas te la décrire. Exact. OK. Mais financièrement, c'est rentable. Oui, oui, absolument. Que ce soit pour un privé absolument. ou un OSBL. Ben, en fait, c'est que tu mets ton loyer, si tu mets ton loyer au prix du marché, ça ne change absolument rien pour le locataire qui paye 25% de ses revenus. Mais c'est la SHQ qui, à ce moment-là, qui vient subventionner l'autre partie. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une entente SHQ. Donc, juste pour du Québec. Merci pour la pub. Donc, juste pour comprendre, pour que les gens comprennent bien, les gens qui utilisent les PSL, il y a 25% qui vient de l'usager. Puis il y a un 75% qui vient de la SHQ. C'est pas 25% du loyer, c'est 25% de ses revenus. OK, mais on s'entend quand tu habites dans une chambre, souvent, c'est que au minimum, tu reçois de l'aide sociale. Ben oui, mais... C'était chanceux. Oui, puis souvent, quand les gens ils passent avec, mettons, d'autres revenus, par exemple la pension de vieillesse ou tout ça, ou des rentes ou tout ça, là, à ce moment-là, c'est problématique parce que là, le 25% de leurs revenus dépasse le loyer au bail. Fait que là, à ce moment-là, ils sont plus éligibles au PSL. OK. C'est problématique. Pas pour nous, mais pour eux autres. Exact. Okay. Est-ce que tu crois... en fait, avant, j'arrive à ma prochaine question parce que là, tu m'as shorté là-dessus. As-tu des histoires à succès? Juste avant, je l'oublie. Là, puis des gens qui sont avec nous depuis 25 ans, puis qui ont leur vie, puis que ça va bien, qu'ils n'auraient pas pu se retrouver à d'autres places, c'est un succès. Je veux dire, nous, ce qu'on cherche, c'est à faire de la stabilité en résidentiel. C'est des gens qui sont passés d'un divan, un coin de rue, un divan, puis là, ils arrivent chez nous. Chaque personne qui arrive chez nous, d'une certaine façon, c'est un succès. Après, c'est vrai qu'on a un taux où il y a des gens qui ça ne fonctionne pas, puis qu'après quelques mois, voire 1 à 2 ans, doivent s'en aller pour différentes raisons. J'ai envie de raconter l'histoire d'une femme. Ah, ben oui, okay? vas-y. Parce qu'on a parlé beaucoup de monsieur, là, mais il y a une dame, là, elle, toute sa jeunesse, là, elle a passé d'une famille d'accueil à l'autre. Probablement 9 familles. Là. Ça fait quelque part autour de 20-30 ans qu'elle habite à ma chambre. Puis tu rentres chez elle, c'est d'une propreté. Elle est fière comme jamais. Puis
Puis elle est très impliquée, elle prend soin de ses voisines vieillissantes, toujours de bonne humeur pour accueillir tout le monde. Elle est ultra reconnaissante. Ben c'est ça ma chambre. C'est vraiment ça. J'ai rencontré deux femmes pendant un dîner à un moment donné. Les deux, ils partaient du lac Saint-Jean parce que il n'y avait pas de projet de maison de chambre à l'époque au lac Saint-Jean. Puis elles se sont rencontrées à ma chambre pour réaliser que leur parcours de vie... Ils s'étaient rencontrés il y a 30, 40 ans. Elle était gardienne de l'autre. Il y en a une qui vivait avec ses deux enfants. Oui, bien c'est ça, mais c'est des histoires de beauté comme ça. Puis il y en a une, tu sais, elle vivait avec ses deux garçons. Les garçons aidaient la maman monoparentale à payer son loyer. Puis à un moment donné, les enfants ont grandi, ont quitté, ils n'étaient plus capables. Elle est arrivée à ma chambre, puis elle s'est développée. C'est une femme rayonnante aujourd'hui qui a développé plein d'amitiés avec ses autres voisines. Puis c'est ça aussi, les parcours de vie à ma chambre. Il y a vraiment des belles histoires à raconter. Des fois, on juge des gens qui sont dans les maisons de chambre ou qu'il y a des gens qui font des choix conscients d'être là. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je peux me permettre, puis c'est ce que je veux être. Je me souviens moi-même avoir été propriétaire de maison de chambre, puis il y avait un gars qui j'avais acheté une maison de chambre où le gars s'était pris toute sa vie en photo avec les arbres. Puis un jour, un propriétaire avait coupé les arbres. Fait qu'il n'y a plus d'arbres. J'ai replanté des arbres pour qu'ils puissent commencer à se prendre en photo parce que il y avait de quoi d'idéologique. Il n'a jamais crissé son camp dans la maison de chambre. Là. Lui, là, et puis, tu sais, évidemment que dans une maison de chambre, des fois, il faut que tu dises au gars à 2 h du matin, jouer du Rammstein en tirant de la palette. C'est peut-être pas vraiment la situation idéale, mais il y a de quoi d'attachant là-dedans. Puis lui, évidemment, il en avait vécu en salle des histoires dans cette communauté-là. D'ailleurs, ça animait sa vie. C'est une des raisons pourquoi il était là. Puis je me souviens que lorsque des fois, je me rends pour X raison au centre de jour à Saint-Jean, où que je suis propriétaire de l'immeuble, donc j'ai affaire là. J'avais parlé à un gars qui m'avait dit moi, j'étais dans une chambre, puis je me suis fait rénovixer. Fait que, tu sais, l'avantage, là, évidemment, vous avez des baux, mais majoritairement, il faut comprendre que dans les chambres, il n'y a pas de baux. Tu sais, le régisseur, c'est le gars qui est le propriétaire. Puis si tu payes pas, ton stock va sur le bord du chemin, puis la poignée de porte va être changée. Puis j'avais parlé à un gars, puis il m'a dit, moi, dans le fond, je suis de l'aide sociale, fait que moi, j'ai toujours payé ma chambre, j'ai jamais été fourré du monde, j'ai jamais été dans des 4,5 en supposant que j'étais capable de payer ça, j'étais capable de me payer une chambre, donc je payais 300-400$, on est à Saint-Jean ici, c'est pas le centre-ville, donc c'est un petit peu moins cher. Puis un jour, il y a un gars qui achète ma maison de chambre, il me dit qu'il faut que je m'en aille, maintenant les chambres sont plus élevées, il n'était pas en contact avec le concept du PSL à ce moment-là. Donc la personne se retrouve dans la rue, tu sais, puis moi, je me disais, hey, écoute, ça n'a pas de sens. Fait que je m'en vais voir les instances. Je dis, écoutez, puis là, je les mets devant un défi, tu sais, parce que je me dis, c'est bon des fois d'aller voir la classe politique puis de lui faire, hey, tabarnak. Fait que, on va se réveiller, là. Fait que je dis, mettons, j'achète une maison de chambre. Mettons, en fait, le jeu des PSL pour les gens qui sont là. Ah, ils sont déjà là, ils ont une place. Bon, parfait. Fait que si je les crisse toutes dehors puis je les amène dans mon char ici, puis je les fais faire la ligne, puis après ça, je les reprends toutes. Est-ce que j'ai des PSL? Là, il y a comme un silence. Ouais. Parce qu'évidemment que la réponse, c'est oui. C'est le problème d'agilité, des fois, de la SHQ puis du normatif. Parce qu'il faut normer les choses. Ceci étant dit, dans un contexte de rénoviction, dans un contexte où les chambres, c'est un peu un dead zone. T'sais, on s'entend qu'on a besoin... Les gars qui sont propriétaires des maisons de chambre, les vieux bonhommes qui ont ça, souvent, c'est des gars un peu shady qui ramassent des... Ça prend... Il y a quand même... S'il y a une fonte des maisons de chambre, il y a une fonte de propriétaires de maisons de chambre. On se comprend, là. Ça prend un profil quand même assez exceptionnel pour être là. Fait que, et de les avoir eu pendant longtemps. Donc, ça l'amène à réfléchir que les nouvelles personnes qui n'achètent vont faire de la rénoviction, nécessairement. Puis moi, c'est ça qui m'a allumé à me dire, OK, il y a un problème, puis d'essayer de trouver des solutions pour ces problèmes-là en matière de chambre. De là, l'achat des salons que j'ai fait, que je veux convertir en chambre, puis je me bute à plein de problèmes, dont celui du financement. Alors, la réflexion part de loin à dire, quand vous recevez des gens comme ça, c'est quoi votre approche? Parce que les gens n'ont pas nécessairement toujours des PSL.
le gars qui est sur l'aide sociale, qui reçoit 700-800$, la chambre elle coûte 650$, tu gères ça comment? Tu l'envoies à l'OMH? Y a-t-il des PSL de disponibles à Montréal? Et comment qu'on souvent, la forme que ça va prendre, c'est la capacité de payer. D'abord, es-tu capable de payer tel montant? Es-tu capable de payer tel montant? S'il est capable de payer tel montant, ben, on va le diriger vers telle chambre qui est moins chère. C'est en fonction, étant donné qu'on a des chambres vraiment pas chères là, dans une de nos maisons, ben, on a quand même une certaine flexibilité par rapport aux revenus. Puis comme on a 6 maisons avec comme des montages financiers différents, ben, c'est sûr que quelqu'un qui a besoin absolument d'être dans une chambre qui est subventionnée, ben là, on va le mettre en attente d'une chambre subventionnée. Tu sais, quand il y en a une qui se libère, ben là, on a cette marge de manœuvre-là. C'est la beauté de notre parc immobilier parce que notre projet, disons, plus vieillissant, là, il sert un peu de tremplin. Parce que le loyer est pas cher. Fait que ça permet à quelqu'un, exemple, qui sort de la rue, qui a moins de sous, il va rentrer d'abord à cette maison-là, puis tranquillement, s'il travaille son autonomie, puis peut-être qu'il est en capacité de payer davantage, il va pouvoir trouver une autre maison, un autre champ à même notre maison. Puis c'est un peu la beauté. On est quand même... On a une certaine flexibilité à accompagner par on a des options, on a des options. C'est sûr que le fait aussi qu'on loue à des personnes qui sont réputées autonomes. L'autonomie, ça a une définition assez large. Voilà. 50 Shades of Autonomy. Ça fait partie de la sélection. Puis à un moment donné, ben... C'est pour ça que nous, en fait, on arrive avec notre idée de la stabilité résidentielle. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils restent longtemps. Parce que quand les gens ils s'en vont au bout de 2 ans, il faut qu'on rénove. Puis c'est du temps, c'est de l'argent. Fait que, tu sais, on préfère quand les gens ils restent longtemps. C'est ça l'objectif, c'est qu'ils restent longtemps. Ce qui fait que dans le continuum de services dont on parlait un peu plus tôt, on a un partenariat maintenant avec Mission Old Brewery dont tu parlais tout à l'heure, où eux, ils font pas du logement à long terme, ils font du logement à court terme. Fait qu'au bout d'un an, 2 ans, ben leurs bons candidats, pouf, ils tombent Ils sont prêts pour rentrer chez nous. Ben ils viennent chez nous. Fait que là, ben avec ce partenariat-là, on est capable de créer une ligne plus complète dans le continuum de services. Fait que c'est beaucoup ça notre approche. Ce qui fait que, en fait, par rapport spécifiquement à ta question, ben il y a pas de recette magique, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un peu trouver la meilleure solution sur le terrain avec les personnes, puis selon ce qui est disponible. Je retiens ton idée, ou peut-être les deux. Tu me parles de solutions, ça m'amène à penser à dire combien qui manque de chambres à Montréal? Parce que là, tout le monde, là, on est dans le crunchy. Là. On a des gens qui ont du data, qui le vivent au quotidien. Il y a des investisseurs qui nous écoutent. Il y a des gens en OSB qui nous écoutent. Il y a des gens, même... Bon, là, on comprend c'est quoi la métrique du marché. Combien qui manque de chambres, selon vous, dans le marché montréalais? Mais là, je sais qu'il y avait un objectif de 3000 logements, là, 3000 chambres là, à créer puis je me souviens pas de la temporalité, mais quelque part dans les 2-3 prochaines années, là, à très, très court terme, ça va se faire. Ça, c'est le nombre. Je pense que la Ville de Montréal a avancé. Mais attends, Marie-Christine, c'est important. Ça va se faire. C'est toi qui vas les faire? Non, mais je pense qu'il faut... On a une réflexion à dire jusqu'où on est capable d'en prendre, mais on n'est pas... Puis c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui développent des maisons de chambre. Très peu, vrai. Là. C'est une vraie réalité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Là, il faut renvoyer la balle aussi aux autres municipalités aussi, parce que là, il y a eu vraiment une concentration, parce que... tu m'amènes sur ma deuxième question. Mais c'est ça, mais j'ai envie de creuser ça, là, parce que... tu sais, les... Trois-Rivières, on gère ça comment? La chambre peut être là? Déjà, il faut professionnaliser, j'ai envie de dire, l'appareil politique puis les services. Pas toutes les villes qui ont un service d'urbanisme encore aujourd'hui. Fait qu'ils ne sont pas capables de développer leur stratégie d'urbanisme, leur stratégie d'habitation pour dire, nous, on a envie de répondre. Là, on commence vraiment à la base là, dans bien des municipalités. Fait que, tu sais, nous, on a un rempart puis un filet social. Puis peut-être, on va se dire, nous, on n'a plus la capacité, admettons, de prendre un 5e projet dans 5 ans. On va peut-être aller coacher la création d'un nouvel OBNL. Mais moi, c'est un petit peu ça ma question. C'est de dire, est-ce que ma chambre, là visiblement, tu as répondu, ne peut pas en ouvrir d'autres, mais est-ce que ma chambre peut éduquer les gens dans la question... Le gars de Trois-Rivières, moi, j'ai en tête un Anthony, une Julie, Calis, ils écrivent ces autres, ils seraient capables, mais là,
Mais ça ne sera pas juste eux, ça va être aussi le politique, parce que assurément, il va falloir que... Il y a une éducation à faire. C'est l'affaire de tout le monde. Si notre projet là, qui s'appelle, c'est le projet Saint-André, sur la rue Saint-André, s'il voit le jour, là, c'est vraiment grâce à tous les partenaires, parce qu'on a réagi tout le monde rapidement, on s'est tout parlé. Je reviens avec cette idée du War Room et tout ça. Fait que, l'élu qui porte le dossier de l'habitation, il a travaillé fort pour faire avancer notre dossier. Fait à Trois-Rivières, il faut que les élus s'impliquent de près pour dire, hey, nous, on y croit, puis on va pousser à haut niveau. S'il faut une lettre de référence au Fonds de solidarité FTQ, il faut tout le travailler ensemble. Fait que nous, notre capacité, c'est de dire, il faut toutes les meilleures têtes autour du projet. On va tous se backer pour toutes les demandes. Mais dans un projet, nous, ce qu'on vit là, par rapport au développement, c'est qu'on a envie d'en faire. Mais en même temps, on est une organisation qui vient de vivre une transformation majeure. 8 nouveaux employés sur 4 mois. Ça brasse beaucoup de cartes. Les nouveaux matelots. Oui, fait que le bateau vit des vagues. Vit des vagues. Donc là, on veut se stabiliser un petit peu, mais en même temps, ça se passe bien avec notre projet de développement. On se dit, on pourrait commencer déjà à mettre un dans les cahiers pour dans 2, 3, 4 ans. Après, nous, notre expertise est reconnue par d'autres groupes. Donc, on offre de l'expertise en comptabilité, en gestion. Donc là, on a des petits contrats qui sont très peu lucratifs, mais quand même qui font partie un peu de la mission puis de notre palette de revenus. Il n'y a rien qui est dit que dans nos projets fous de développement, parce que là, on a tout un volet extermination, on a une vision complètement flyée de ce qu'on veut faire avec notre volet d'extermination qu'on est en train de rendre opérationnel. C'est quoi ça, la vision du volet extermination? Parce que quand tu pour les gens qui ne savent pas, là, ça prend beaucoup d'espace dans les maisons de chambre d'extermination. C'est des gros coûts, là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars par année. Là, quel est le concept d'extermination? Quel est le problème? Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les bébites qu'ils ont. Prennent des mauvaises décisions, ont honte, donc ne font pas appel aux propriétaires pour le régler de façon diligente, vont utiliser des petits produits qui vont juste pousser les bestioles chez le voisin, mais qui vont pas régler le problème. Donc, problème de formation, d'éducation avec notre population. Ce qui fait que souvent un problème de punaise va essaimer comme sur les côtés, c'est une belle forme de croix, là, les problèmes de punaise. Fait que là, ça peut rapidement devenir des 300, 350, 350. Fait que nous, ce qu'on est en train d'essayer de développer, c'est cette idée. Plus, c'est encore très embryonnaire. Moi, je trouve ça très hot. Je l'ai vécu de proche. Là. C'est très embryonnaire, mais c'est que nous, plutôt que de faire un traitement qui coûterait, mettons, 300 $, c'est à peu près ça, 300-350 $, ce que ça coûte sur le marché. Puis t'en fais un, après ça, t'es obligé d'en faire 2, t'es obligé d'en faire 3 sur un mois et demi. Nous, on en fait 5 d'un seul coup qui te coûte 75% de ce que ça t'aurait coûté. Fait que ça te coûte moins cher, mais notre personne à l'extermination va passer du temps, va expliquer à la personne, va l'aider à se préparer. Il y a une éducation qui est faite. Il y a une éducation, mais il y a un prévention. rapport humain aussi. Parce que on se rend compte, moi, on parlait de quickness tantôt, on a obligation de résultat, on a envie d'aller vite. Mais il y a avec des gens, même si tu vas aller vite, tu vas jamais réussir à aller vite. Fait qu'il faut que tu acceptes cette lenteur-là, ce truc-là que tu vas avoir besoin de répéter 3 fois, cette action-là que tu vas avoir besoin de leur faire 5 fois. Normalement, tu ferais pas ça, parce que non, c'est réglé. Non, là, il faut que tu leur fasses 5 fois. Avec l'extermination, ce qu'on se dit, c'est que si on investit plus de temps, on va avoir un meilleur résultat. Puis à long terme, parce que c'est toujours une pensée à long terme. L'obligation de résultat, c'est pas cette semaine. Il ne faut plus qu'il y ait de bébites cette semaine. Évidemment que les compagnies sur le marché, ils vont t'enlever tes bébites. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un investissement dans l'éducation, la formation, le rapport humain. Ce qui fait que dans 1 an, 4 ans, 10 ans, mes factures de 60 000 vont passer peut-être à 35. Mais ça, c'est un gain très important parce qu'en plus, c'est un gain sur la qualité de vie des locataires. Puis ça, c'est vraiment précieux. Oui, parce qu'ils se font piquer à la nuit, câlisse. Fait qu'on va se dire vraies affaires, ça, des punaises de lit. Marie-Christine, j'ai goût de t'envoyer plus dans le direct parce que ici, on essaie de parler aussi en termes de solutions.
L'extermination à l'interne. Toutes les gens qui nous écoutent qui ont des maisons de chambre, visiblement, ça peut se sous-traiter. Il y a deux notions. Il y a la notion de l'action puis la notion de la prévention. Bravo. Comment ça se finance? Tantôt, on a parlé de la FTQ. Bravo à FTQ, sérieusement, d'amener du financement quasiment philanthropique dans les maisons de chambre. Qui est il y a des hypothèques en premier rang, nécessairement. La présidente du CA est aux premières loges de ce concept-là. Pour les gens qui écoutent, pour les OSBL qui voudraient le faire dans le futur, comment qu'on finance ça? Mais là, ça va falloir peut-être m'aider là-dessus, mais tu sais, il y a des programmes qui existent où ils prennent en charge l'entièreté de l'hypothèque. Fait on n'a pas eu à aller cogner à la porte de... On a testé à un moment donné cette faisabilité de dire on n'a même pas besoin d'aller demander une hypothèque. Le programme, je ne sais pas si c'était le programme de la SCHL ou pas. Là. Je ne sais pas exactement. C'est ça, mais on te reviendra avec... On va diffuser avec ça. Oui, exact. Donc, il y a un côté subvention dans l'histoire, il y a un côté disponibilité, il y a des rabaitos qui sont faits. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent à différents niveaux. Là. Le problème de l'itinérance, spécifiquement à Montréal, il y en a ailleurs, là, mais spécifiquement à Montréal, est tellement prenant que, je veux dire, forcément, les acteurs politiques commencent à réagir puis à mettre des sous. Donc, il y a des initiatives qui se prennent. Le gouvernement actuel, je pense, tente de faire ce qu'il peut avec ce qu'il comprend de la situation, mais... il y a plein, en fait, il y en a plein de leviers, il faut juste les connaître. Il y a la Ville de Montréal, puis ça, c'est à l'échelle de l'agglo, il y a la contribution du milieu, fait que c'est des montants, je me souviens pas, mais peut-être l'équivalent d'un 400 000, mais c'est un 400 000 qui permet de payer des factures. Après, nous, avec le temps, on a développé des partenaires parce qu'on a le statut d'OBNL, puis on a un numéro de charité. Vous êtes un OBA aussi. C'est ça. Fait que c'est un super outil, là, avoir un numéro de charité. Fait que ça nous permet d'aller cogner à la porte de fondations qui croient justement à cette cause-là qui est l'itinérance, la santé mentale. On peut aller facilement, sans grosse reddition de compte, aller chercher un 100 000 par-ci, par-là. Oui, parce que dans le fond, votre posture, c'est d'arriver en disant, nous, on sort des gens de la rue. Bon, c'est un filet, là. Oui. C'est un dernier refuge. Puis on a un catalogue quand on va rencontrer des fondations, puis on dit, nous, on a pris en charge l'hypothèque avec nos partenaires, on va payer telle facture, mais là, on est à l'étape du beau. Est-ce que ça vous tenterait de financer notre salle communautaire ou l'embellissement de nos corridors? Hey, sont-ils contents? C'est une action directe pour eux autres. Ils voient le quickness de la chose, c'est privé. Mais il faut avoir l'agilité pour bien le vendre, par contre. Oui. C'est un peu ça notre force aussi, parce que... Vous faites une belle équipe, là, visiblement. Clairement. Est-ce que ça fait partie de tes tâches? Parce que quand tu es arrivé là-dedans, de venir dire, il faut que j'aille voir des fonds philanthropiques pour leur vendre que la salle à manger, qu'on soit rénovée. On part de loin à ma chambre parce que la période qui nous précède tout juste avant nous, là, ma chambre, grosso modo, faisait ses petites affaires dans son coin. Fait que là, on a comme toute une sorte de... reprendre notre bâton du pèlerin, mettre notre plus beau sourire, puis à retourner voir les partenaires, se refaire une beauté, se refaire une réputation. Pas qu'on avait une mauvaise réputation, mais on avait été oubliés, en fait. Oui, redynamiser nos liens avec l'écosystème, puis tout ce que ça implique d'écosystème. Autant aux politiques, autant avec les tables de quartier, autant avec les partenaires qui ont des services complémentaires. Donc, on est vraiment, vraiment beaucoup là-dedans. On a investi dans les ressources humaines pour être capable de faire ça. Donc, on a quelqu'un à l'interne dont une grande partie du travail est de faire ça. Puis ils vont nous voir prochainement parce qu'on va faire notre tournée avec notre chapeau parce que là, on est connus. C'est notre 40e. C'est notre 40e, puis on a fait des belles réalisations. Fait que là, je pense qu'on va être en capacité de faire des belles levées de fonds. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 40 prochaines années de ma chambre? Moi, si j'imaginais, parce que on discute, donc ça fait réfléchir en même temps, mais je pense que l'expertise qu'on a développée avec le temps, puis qu'on est en train de consolider, moi, ça me fait rêver de cette idée-là que c'est une expertise qui peut s'exporter, qui peut s'échanger, qui peut se partager. Puis tu parles de projets à Trois-Rivières, tu parles de projets à Saint-Jean ici, tu sais, genre qu'est-ce qui nous empêcherait d'ici comme quelques années de pouvoir venir, tu sais, accompagner des gens qui veulent
partir, tu sais, des trucs comme ça, des initiatives, supporter des initiatives. Moi, je trouve que ça serait... parce que ma chambre, comme organisation, c'est difficile d'imaginer comme on est sur une croissance à l'infini. Tu sais, il y a un moment donné... ça plafonne. Ben, c'est pas que ça plafonne, mais tu sais, il y a un seuil où tu es à l'aise. Tu sais, moi, je trouve que là, on est trop petit. Faut qu'on continue de grandir, mais il y a un moment donné, on va se dire, ben là, on a peut-être atteint... Moi, je pense que quand on va être rendu là, à 22 employés... ça va être un format qui va être intéressant. Fait que ce qui veut dire qu'il faut qu'on atteigne comme la somme de la masse critique des revenus pour pouvoir payer comme 22 personnes. mais tu sais, fait qu'il y a une réflexion d'un point de vue organisationnel, mais il n'y a rien qui empêcherait de faire du conseil, tout ça, parce que je pense que... Ouais. Oui, puis tu sais, d'ici 40 ans, mais ça va être bien avant. Tu sais, Jean-François Tremblay nous aura ouvert la porte à son réseau de partenaires investisseurs. Puis pour moi, ça, c'est clé. J'ai accompagné beaucoup d'entreprises sur leur projet RSE. On parle beaucoup de B Corp et tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire, hey, mettez-moi autour de la table avec d'autres là, qui font vraiment de la stratégie. Puis mettons en place un fonds avec des investisseurs privés qui vont faire du logement social. Puis il va y avoir une profitabilité de le faire pour vous à plein de niveaux. Vous allez rayonner, tout ça. Fait que pour moi, dans 40 ans, il y aura eu d'autres acteurs qui auront eu la vision de se rassembler pour dire, hey, on va faire notre part, là, on va chipper in, puis on va en faire des beaux projets. C'est pas nous nécessairement qui vont les gérer, les maisons de chambre, mais il y a des acteurs qui les gèrent déjà. Il y a une forme d'évangélisation là-dedans. Voilà. Mais ce qui veut dire que dans 40 ans... Ouais. C'est ça, être mécène, là, aussi. Mais tu le fais, là, tu le fais déjà dans tes projets. Fait que dans 40 ans, ma chambre a plus d'amis. Oui, clairement. Ça. Alexandre, Marie-Christine, merci beaucoup d'être passé ici. Je pense que les gens avaient besoin d'entendre ce que vous avez à véhiculer comme message. La mission de ma chambre est plus qu'importante. J'ai été propriétaire de maison de chambre. Je suis en train de réimaginer comment on peut faire les maisons de chambre. C'est un message important que j'avais moi-même besoin d'entendre aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être passé, d'avoir bravé la 10 suivie de la 35, d'avoir tourné aux danseuses pour aller vers Saint-Jean, puis d'être venu ici à Saint-Jean, sur chez eux, me rencontrer et parler avec moi tout ce temps-là. Merci aux gens qui écoutent le balado d'Un monde à part. Je pense qu'on peut contacter Marc via LinkedIn. Même chose pour toi, Alexandre. Site web... machambrinc.org. Et pour tous les gens qui voudraient investir, visiblement, prenez contact avec Marie-Christine. Semble être déjà dans un pli de ça. C'était un balado d'un monde à part. On a reçu les gens de l'organisme Ma Chambre. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci. Un monde à part, c'est aussi du service pour les entrepreneurs, les acteurs du milieu de l'immobilier qui ont besoin d'aide soit en création, soit en accompagnement ou encore en stratégie. Des fois, on est dans des dossiers complexes, on va avoir une vision externe, on va en conseil, on est là pour ça. On a aussi créé l'Institut québécois du logement. Qu'est-ce que c'est l'Institut québécois du logement? Premièrement, c'est une communauté d'experts qui sont là pour transmettre leurs connaissances, pour créer du logement, pour aider dans la détention de logement et expliquer qu'est-ce que devrait être l'investissement immobilier sans oublier l'humain qui est derrière ça. Donc, nos programmes de formation sont faits pour tout le monde et sont accessibles pour aider à comprendre où devrait être l'immobilier, connaître des solutions et des méthodes concrètes pour y arriver.